Elle s'appelle la rue de Syrie, mais elle se trouve de l'autre côté de la frontière, dans le nord du Liban, dans la ville de Tripoli. Et à cause de la guerre syrienne, cette rue est devenue, elle aussi, une zone de conflit. Car la rue de Syrie est une frontière en elle-même. D'un côté, le quartier chiite, alaouite, qui a pris fait et cause pour le président syrien Bachar el-Assad. De l'autre, le quartier sunnite, qui s'est rangé du côté de l'opposition. La rue est devenue une ligne de front. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, la guerre civile a démarré en 2011. Selon les estimations, elle a fait entre 300 000 et un demi-million de morts. Aujourd'hui, le conflit semble dans l'impasse, avec une grande partie du nord du pays qui échappe toujours au contrôle du gouvernement de Damas. Et cette guerre a déstabilisé le Liban. Pendant des années, la rue de Syrie est devenue un champ de bataille. De jeunes habitants de Tripoli se sont affrontés, prêts à mourir pour une cause qui n'était pas la leur. Aujourd'hui, le calme est revenu, les communautés divisées réapprennent à vivre ensemble, mais c'est une paix fragile et les plaies sont toujours à vif. Billet retour dans la rue de Syrie, c'est un reportage de Wissam Sharaf et Rami Aïcha. À Bab el-Tebane, Ahmed Chaban est coiffeur. Mais entre 2008 et 2013, il a combattu aux côtés de groupuscules sunnites intégristes opposés au régime syrien de Bachar el-Assad. Jabal Mohsen, c'était nos ennemis. On considérait que leur communauté voulait nous massacrer et on n'allait pas leur permettre de faire ça. Dès qu'ils nous tiraient dessus, un coup de feu, nous, on leur répondait par 2500 coups de feu. Parce qu'à l'époque, on se considérait comme des cibles. On était en mode défense. Regardez, par exemple, on était ici, je coiffais le client, je faisais une belle coiffure, puis soudain, pan, pan, aux mains s'il y a des tirs. Allez, debout, rentre chez toi. Je mettais la veste, je prenais mon fusil, j'ouvrais la porte. Allez, on y va, on monte en haut. Et là, boum, pan, pan, c'est la guerre. C'est ce qui arrivait le plus souvent. On avait mis cette porte dérobée pour nous protéger. Cette porte condamnée menait au cinéma Piccadilly, l'une des nombreuses salles de la ville, aujourd'hui à l'état de ruine. Et par ces trous, les combattants de Bab el-Tebane avaient un accès direct à leurs ennemis. C'était un cinéma ici, puis c'est devenu une zone de guerre pour les snipers, pour les batailles. C'était un des lieux principaux. Là, on arrive à l'endroit d'où on tirait sur Jabal Mohsen. Pour ne pas descendre dans la rue et être à leur portée, on venait ici, en hauteur, pour avoir l'avantage sur eux. Dès qu'ils nous tiraient dessus, on leur répondait. Sur ces murs, des dizaines de graffitis laissés par les anciens frères d'armes d'Ahmed. La moitié d'entre eux sont morts, les autres ont quitté le pays. Celui-ci, il est parti, et ceux-là, la plupart sont morts. J'ai perdu beaucoup d'amis. Quel dommage qu'ils soient morts si jeunes. Ça me rend triste. Mes meilleurs amis ne sont plus à mes côtés. Ils sont sous terre. J'ai perdu tellement de temps. J'ai été blessé. J'ai fait pleurer ma mère. Quelle perte. De l'autre côté de la rue de Syrie, Jabal Mohsen. Depuis sa maison sur les hauteurs, Ali Omar a une vue imprenable sur ses anciens ennemis. Tu vois l'immeuble couleur brique avec du blanc au-dessus? C'est ça le cinéma. Moi, je leur tirais dessus depuis les fenêtres de cette chambre. Et ça, c'était ma barricade de l'époque. Je me cachais derrière et je tirais vers le cinéma. Comme Ahmed, Ali a participé au combat. Et comme lui, il a été blessé, arrêté et jeté en prison. Aujourd'hui, il a dû s'adapter à un pays dans une paix précaire. Il tient désormais une boutique où il prépare des narguilés.
Une occupation plus qu'un métier pour ne pas trop penser au passé. On nous avait martelé des choses dans la tête. Que si on ne se défendait pas, ils allaient envahir nos maisons pour nous tuer. Que nos pères et nos mères allaient mourir sous nos yeux. Ils arrivaient à nous convaincre de ça. Et moi, j'étais un jeune dans la fleur de l'âge et j'aimais les armes. Alors quand on m'a offert un fusil et des munitions comme ça gratuitement, j'ai trouvé ça génial. Comme Ahmed, Ali disposait aussi d'une porte dérobée. Par ici, on avait un accès sur les positions de l'armée et par là, on avait une issue pour s'enfuir. J'aurais bien aimé ne pas rouvrir cette porte. Je l'ai fait exprès pour vous. Ça me rappelle tout ce qu'on a dû traverser et c'est moche. Il n'y a aucun bon souvenir dans ce que j'ai vécu. À Jabal Morsen, la vie a repris. Prendre un café, jouer aux cartes font désormais partie du quotidien de ces hommes, alors qu'il y a une dizaine d'années, cette vie de quartier était tout simplement inimaginable. Ça a beaucoup changé, c'est différent. À l'époque, on ne pouvait même pas s'asseoir ici pendant une trêve. C'était extrêmement exposé. Si les anciens combattants autour de la rue de Syrie peuvent évoquer leur passé avec autant d'ouverture, c'est en grande partie grâce à une femme, Léa Baroudi. Diplômée de HEC en France, elle a abandonné un poste dans un cabinet de conseil international pour revenir au Liban et faire bouger les lignes. À l'époque des combats entre 2008 et 2015, personne ne pouvait passer d'un quartier à l'autre. Les combats étaient très intenses. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Les gens passent très facilement d'un quartier à l'autre. Il y a du monde dans les rues. Bonjour. En 2011, Léa Baroudi fonde l'ONG March et en 2016, le café Ahwetna, situé sur la rue de Syrie. Depuis, il ne désemplit pas. Ses employés, dont plusieurs ex-combattants, s'occupent du lieu dans une ambiance bon enfant qui détonne avec le passé du quartier. Là, on est à Bab el-Tebane. On fait un pas et là, on est à Jabal Morsen. Dans ce lieu hautement symbolique, Léa Baroudi s'est donné pour mission de réintégrer ses ex-miliciens et prisonniers. Une mission difficile car ils reviennent tous de loin. Ces jeunes hommes ont tous beaucoup souffert. Ce sont des jeunes qui ont participé à la guerre, qui ont vu la mort, que ce soit ici ou en Syrie ou ailleurs. Ils souffrent pour la plupart de stress post-traumatique. À cause de toute la violence qu'ils ont vécue depuis leur plus jeune âge, ils sont devenus insensibles à beaucoup de choses. Alors on essaie de les reconnecter à leurs sentiments. L'ONG s'est agrandie au fil des années, à mesure des besoins des ex-miliciens, mais également des femmes des deux bords, pour leur offrir une alternative viable. Pas mal du tout ta nouvelle technique. Ateliers de théâtre, cuisine, menuiserie, soutien psychologique et juridique, tout est mis en œuvre pour réunir les frères ennemis et redonner de l'espoir aux plus jeunes. Mais Léa Baroudi n'est pas dupe. Malgré tous ses efforts, son initiative reste fragile. Il y a plein de choses qui me font peur. Il y a des agendas politiques qu'on ne peut pas contrôler et il serait complètement naïf de croire qu'on peut le faire. Ce n'est pas le but de notre ONG. Mais si on peut contribuer à sauver des vies, à changer leur vision des choses, alors nous aurons fait le maximum. Ahmed et Ali viennent ici depuis 9 ans. Léa leur a fourni des emplois qui leur permettent de subsister. Une réussite, même si au début, la défiance était de mise. Le premier jour, j'arrive ici au centre et je tombe nez à nez avec Ahmed. On avait eu des problèmes. J'étais choqué. Je me suis dit, il veut me tuer. J'étais persuadé qu'il allait me tirer dessus. Au sein de l'ONG, on a appris à mettre l'animosité de côté, à mettre en avant l'amitié pour redevenir des frères. Au bout de 8 ou 9 ans, on n'a plus cet instinct de nous battre l'un contre l'autre.
Aujourd'hui, Ahmed et Ali ont mis leur passé derrière eux. Mais pour d'autres, le présent se fait de plus en plus menaçant. Car au Liban, la crise économique fait rage depuis 2019. Personne n'est épargné. L'État est en ruine, la monnaie nationale a perdu toute sa valeur. Pour ces quartiers où le chômage était endémique, cette crise a eu des répercussions dramatiques. Bilal Zorbi est chômeur et père de 2 enfants. Il a payé un passeur pour partir en mer avec sa famille en Europe, avant de se faire rattraper par son passé. J'ai vendu ma maison et mes meubles pour avoir l'argent pour payer le voyage. Au moment de partir, j'en ai été empêché. Depuis les combats ici, j'ai été recherché. On m'a arrêté. J'ai fait 1 an de prison. Et l'argent de la vente de ma maison et des meubles a servi pour payer les dépenses en prison et l'avocat. J'ai perdu ma maison, mes meubles, j'ai tout perdu. Bilal vit désormais dans cet appartement marqué par les combats avec 13 autres personnes. Les fenêtres donnent directement sur la rue de Syrie. De part et d'autre, il y avait des barricades. Ils se tiraient dessus. Et cet appartement a reçu tous les tirs. Il faudrait au moins 5 à 10 000 dollars pour que ça ressemble à nouveau à une maison. Si je pouvais trouver du travail, réunir un peu d'argent, je repartirais. C'est ce que j'ai décidé parce qu'il n'y a pas de travail. C'est écœurant. Je préfère qu'on meure tous une fois en mer plutôt que de mourir tous les jours ici. On meurt 2000 fois par jour ici. Je n'ai pas de quoi acheter des couches et du lait. Et j'ai 2 enfants. Malgré un avenir incertain, Bilal affirme avoir mis de côté son passé. Car une nouvelle menace vient du présent et les problèmes dépassent désormais les 2 communautés. Notre plus grand ennemi, c'est la crise économique. La pauvreté dans laquelle nous sommes, cette pauvreté, elle unit les habitants de Bab el-Tebane et Jabal Mohsen. L'important, c'est qu'il n'y ait plus de disputes. En plus de la pauvreté, on ne va pas se remettre à créer des problèmes, à participer à des guerres. Ça suffit. On est fatigué de tout ça. Tous n'ont pas forcément ce recul, car depuis l'arrêt des combats, une génération de jeunes qui n'a pas participé aux affrontements armés traîne dans les rues. Avec la crise économique dans ces quartiers pauvres, c'est le retour de l'insécurité, de la drogue et des armes. Un jeune homme accepte de nous en parler, mais ne souhaite pas qu'on le reconnaisse. À 20 ans à peine, il exhibe ses cicatrices comme des trophées. J'ai reçu un coup de couteau ici. Quand j'ai reçu ce coup, je me suis dit que je devais me protéger. Alors j'ai acheté ça. Un revolver, c'est la moindre des choses. Rien du tout. 150 dollars pour un revolver de fabrication turque. Mais celui-ci vaut autour de 1000 dollars. Aujourd'hui, dans la rue, tu croises plein de gens drogués. Plutôt que d'en avoir peur, tu mets le flingue à la taille et personne ne te dira un mot de travers. Non, si l'État pouvait nous protéger, tout cela ne serait pas arrivé. Quand tu vois un de tes potes qui plonge dans la drogue, mieux vaut s'en éloigner, parce que tu risques de le perdre à tout moment. Aujourd'hui, on trouve du cannabis, du captagon, de l'éphédrine. L'éphédrine te fait vivre l'enfer. Si tu ne vois pas de sang, tu ne peux pas te calmer. Les gens prennent toutes ces drogues juste pour oublier, pour vivre un peu. À cause de la situation économique, c'est la seule chose qui les occupe. Retour rue de Syrie. Ce jour-là, Léa Baroudi organise un grand festival. Objectif, réunir la jeunesse des 2 camps autour de l'armée qui s'efforce à être le nouveau ciment social. L'objectif de ce festival, c'est la prévention contre la drogue, contre les armes qui circulent. C'est de restaurer la sécurité et la tranquillité dans la région. Le plus remarquable, c'est cette collaboration entre des factions qui se considéraient autrefois comme ennemies, que ce soit l'armée ou bien Jabal Mohsen et Bab el-Tebane. Défilés militaires et spectacles, anciens combattants et soldats tentent de faire de cette rue un lieu de fête.
Ahmed et Ali sont devenus des citoyens modèles et la rue de Syrie a retrouvé la vie. Même si la paix reste précaire, dans un Liban où les conflits peuvent ressurgir à tout moment. Et voilà pour ce reportage au Liban, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.